Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette nouvelle émission spéciale qui est consacrée donc à la planète Vénus. Donc en marge de la dernière élongation vénusienne qui a eu lieu, nous allons donc vous présenter cette planète Vénus que l'on peut voir dans notre ciel. Alors, la planète Vénus, qui est aussi appelée l'étoile du Berger en raison du fait qu'elle servait de repère temporel aux bergers qui gardaient les moutons, la planète Vénus revient régulièrement dans notre ciel. Et donc, dans cette émission, nous allons pouvoir vous parler de cette planète et je laisse de suite la parole à notre astronome amateur Mathieu. Oui, effectivement, un cycle qui revient régulièrement. Vénus réapparaît dans notre ciel tous les 584 jours. Alors, 584 jours, en fait, c'est sa période dite synodique, soit 1 an et 7 mois et demi. Donc, c'est le temps pour que la planète revienne strictement à la même position dans notre ciel par rapport à nous, observateurs terrestres. Alors, euh, sur ce fameux cycle que connaît Vénus, et donc sa circulation orbitale, l'on utilise plusieurs termes pour parler de certains points que la planète atteint sur son orbite, à commencer par les élongations. Alors en effet, Vénus étant une planète intérieure à l'orbite terrestre, elle n'atteint jamais une quelconque opposition moment où un astre se trouve en fait à l'opposé du Soleil dans le ciel, hein, comme c'est le cas par exemple avec d'autres planètes comme Mars, Jupiter ou encore Saturne, etc. Donc on ne la verra donc jamais en plein milieu de nuit, par exemple. Alors elle peut par contre atteindre ce qu'on appelle une élongation, c'est-à-dire un éloignement maximal apparent au Soleil dans notre ciel terrestre, qui équivaut dans le meilleur des cas à 47 degrés dans le cas de Vénus. Alors, pour une période synodique complète, cette élongation se produit 2 fois. Visible au crépuscule, on parle donc d'élongation est, à l'aube, d'élongation ouest. Entre deux élongations, peuvent s'écouler 5 mois, entre deux élongations rapprochées, et entre deux élongations plus éloignées, on va attendre 14 mois en fonction, bien évidemment, de la circulation de Vénus sur son orbite. Alors, on parle également d'un deuxième terme, la conjonction. Alors, qu'est-ce que sont les conjonctions? C'est un rapprochement minimal entre deux astres. Alors ici, avec le Soleil, dite supérieure, la planète se trouve de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre sur son orbite. Dite inférieure, elle se trouve pile entre le Soleil et la Terre, à sa distance donc minimale avec la Terre. Dans cette dernière configuration, Vénus est alors la planète la plus proche de la Terre, avec seulement 42 millions de kilomètres, à comparer avec les 260 millions de kilomètres d'une conjonction supérieure. Donc un astre que l'on ne peut absolument pas louper dans le ciel. Oui, en effet, puisqu'à l'œil nu, Vénus est l'objet naturel le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Alors, sa magnitude apparente varie entre moins 3,7 et, à grande distance de la Terre, et moins 4,6, qui est la magnitude atteinte sur un point de son orbite, ou la combinaison d'une part de sa relative proximité avec, en deuxième point, de son croissant est la plus efficace. Alors, ce phénomène est alors appelé le plus grand éclat de Vénus. La phase de Vénus est alors d'environ 25%. D'accord. Donc, à quoi ressemble Vénus maintenant aux instruments? Il suffit souvent d'une simple paire de jumelles pour commencer à voir correctement son disque avec quelques fois de grossissement. Dans la théorie, un œil possédant une correction parfaite
est capable d'obtenir un pouvoir de résolution de l'ordre de la minute d'arc. C'est suffisant pour séparer un croissant vénusien proche de sa taille apparente maximale autour de la conjonction inférieure. Alors, de par sa position intérieure à l'orbite terrestre, Vénus présente, comme notre Lune, un cycle phasique complet. Alors, pleine autour de sa conjonction supérieure, sa phase s'affine en se rapprochant de la Terre. Encore gibbeuse à grande distance de nous, eh bien, elle passe en quartier dans les environs de ses élongations maximales au Soleil, jusqu'à devenir nouvelle en conjonction inférieure. Son côté nuit nous fait face avec la plus grande taille qu'il soit possible d'observer pour une planète depuis la Terre. 68 secondes d'arc, soit 1 minute et 0,8 secondes d'arc. C'est 9 secondes d'arc en conjonction supérieure. Un rapport 7, donc, entre sa plus grande et sa plus petite distance avec la Terre. On peut alors mesurer visuellement sa taille apparente comparativement au Soleil à l'occasion de transits vénusiens devant notre étoile. Alors, ce passage en ombre chinoise, observable avec un matériel de filtration adapté, bien entendu, se produit par paire de transits séparés de 8 ans, 2 fois par siècle. Mais la plupart du temps, il ne s'agit que d'une conjonction inférieure dite classique. Vénus passant au-dessus ou au-dessous du Soleil à cause d'une inclinaison sur l'écliptique d'environ 3 degrés. L'étoile du Berger est alors inobservable, ou presque. Car à la différence de notre Lune qui, nouvelle, est totalement noire, et encore parce que en pinaillant, on pourrait faire jouer la lumière cendrée théorique, Vénus présente une atmosphère épaisse qui réfracte la lumière solaire autour d'elle au moment de sa phase nouvelle, ce qui fait apparaître un halo brillant autour de son disque noir. D'accord. Alors, son axe de rotation est de 177 degrés. À 3 degrés près d'un 180, elle est renversée sur son axe. Le pôle nord géographique est donc au sud et vice-versa. Une particularité étonnante et quasiment unique dans le système solaire, à part Uranus, liée à une rotation rétrograde extrêmement lente. Un jour sur Vénus dure plus longtemps qu'une année. Aucune saison à proprement parler n'y existe donc, et notre angle d'observation est pour ainsi dire toujours la même. Vénus ne présentant pas tour à tour l'un de ses pôles de manière privilégiée, comme c'est le cas par exemple avec Mars. Aux instruments, pas grand-chose à voir sur Vénus. Baignant dans une épaisse atmosphère et couverte d'un manteau nuageux, dense, sa surface est inaccessible, du moins visuellement. Alors sans filtre, peu importe le diamètre instrumental, le disque vénusien est d'une désespérante blancheur. Ces nuages réfléchissent si bien la lumière solaire qu'aucun détail n'en ressort de toute façon. Alors il faut un filtre violet Vraten 47, couplé à une grande ouverture pour espérer commencer à distinguer du relief dans cette couverture nuageuse. Outre de subtiles différences d'albédo, vous remarquerez peut-être qu'un des pôles semble plus brillant que le reste. En fait, vous observez là le vortex polaire, un ouragan géant en rotation autour de 2 centres, lui donnant une forme globale en S. Alors, ne possédant ni satellite connu ni anneau, l'observation de Vénus se limite donc plus ou moins à ce dont on vient de parler. Donc voilà, on vient de voir donc l'observation aux instruments et à l'œil nu. Mais y a-t-il plus d'opportunités en imagerie? Alors un petit peu plus en effet. Je vais commencer par l'imagerie visible. Alors dans l'imagerie visible, bon c'est un peu pareil. Vénus reste plutôt avare en détails. Donc en imagerie, on va dire qu'elle réagit beaucoup mieux à d'autres longueurs d'onde. C'est par exemple le cas en ultraviolet, que l'on trouve les plus forts contrastes du manteau nuageux. On parlait tout à l'heure du vortex polaire qui est si subtil en visuel. Eh bien, ici, il est évident et se présente sous l'apparence d'une calotte brillante et assez bien délimitée, qu'on va voir par la tranche à cause de notre angle de vue.
Alors, à défaut de filtre UV, sachez qu'un simple filtre Vraten 47, le fameux filtre violet dont on parlait tout à l'heure, couplé avec un filtre coupant les IR, donc les infrarouges, peut faire l'affaire en considérant toutefois une nette diminution des contrastes par rapport à l'ultraviolet. Et c'est là qu'apparaît l'intérêt d'une animation photo de la rotation atmosphérique. Dans l'ultraviolet, les nuages effectuent un tour autour de la planète en un peu moins de 4 jours, ce qui signifie qu'en accumulant les acquisitions sur les quelques heures de visibilité de la planète dans le ciel chaque jour, durant ce même laps de temps, on a dit 4 jours, vous pouvez obtenir une animation complète de l'évolution et de la circulation de la couche nuageuse, voire même, pourquoi pas, créer un planisphère. D'accord, donc on vient de parler de l'imagerie dans le visible et aussi dans l'ultraviolet. Donc maintenant, qu'en est-il dans le domaine de l'infrarouge? Eh bien, en IR, l'intérêt n'est pas moindre, mais level, si je puis dire, augmente un peu. Les couches observées, alors, sachez une chose tout d'abord, c'est que les couches observées se situent environ 10 km plus profondément qu'en ultraviolet. Et donc, cette couche nuageuse en infrarouge effectue une rotation complète en un petit peu moins de 5 jours. Un jour de plus qu'en ultraviolet. Autant préciser tout de suite que les structures nuageuses diffèrent nettement de l'ultraviolet. Mais la difficulté est tout autre. D'abord une perte de résolution, de l'ordre de 2 fois entre l'ultraviolet et l'infrarouge, comparativement à un même instrument donné, bien entendu. Pour un même échantillonnage, donc il conviendra d'utiliser une ouverture 2 fois plus grande en passant de l'UV à l'IR. Et puis ensuite, deuxième problème, c'est qu'il y a un rebond du limbe systématique, que l'on trouvera d'ailleurs en visible aussi, et qui se traduit par une surbrillance du limbe côté éclairé par le soleil. Alors là encore, pas de secret, plus l'ouverture sera grande, plus ce rebond sera atténué. Notez toutefois qu'il sera de toute manière accentué et fortement visible au traitement. Alors, il y a également dans le domaine de l'infrarouge la présence d'un phénomène particulièrement intéressant qui est accessible avec du matériel amateur depuis quelques années maintenant. Il s'agit de la fameuse discontinuité IR. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette discontinuité IR. C'est en fait une onde permanente thermique qui circule dans la basse atmosphère, alors à peu près à la même vitesse que les nuages environnants, et qui est soupçonnée de jouer un rôle important dans l'alimentation de la superrotation atmosphérique. Je rappelle que l'atmosphère tourne beaucoup plus vite que la planète elle-même. 4 jours à comparer aux 243 jours de rotation du bloc planétaire en lui-même. Alors, cette discontinuité hier donc, a été découverte par la sonde japonaise Akatsuki du côté nocturne de la planète et elle est aujourd'hui accessible aux moyens amateurs sur le côté diurne, donc le côté éclairé. Oui, effectivement. Ok, on a évoqué tout à l'heure le fait que la planète est entourée d'une épaisse atmosphère couverte de nuages opaques aux rayons du soleil. Et pourtant, Mathieu, tu vas nous faire une grande révélation, mais on peut observer la surface de Vénus. Oui, et c'est une autre observation fascinante, accessible à l'imagerie, et uniquement à l'imagerie. C'est ce qu'on appelle le signal thermique de sa surface. Alors en fait, comment ça fonctionne? Malgré son épaisse couverture nuageuse, la surface surchauffée de la planète émet en fait un signal infrarouge qui s'échappe dans l'espace. En gros, une espèce de chaleur thermique. Ce signal, en fait, peut être observé avec un filtre 1 micron, qui correspond à 1000 nanomètres, et un télescope d'au moins 200 mm d'ouverture lorsque la planète ne se trouve plus être qu'un fin croissant.
Le but étant bien sûr d'isoler le côté nuit de Vénus. Il faut attendre que le Soleil soit couché depuis un certain temps afin d'éviter un fond de ciel trop brillant, mais pas trop longtemps non plus pour que la planète ne soit pas trop basse sur l'horizon. Donc là, on va chercher un échantillonnage idéal avec un rapport FD qui soit autour de 8 à 12, 13. Pas besoin de pousser le rapport FD trop loin, comme on a l'habitude de le faire en imagerie planétaire. On est dans l'infrarouge profond, donc de toute façon, c'est inutile. Et paramétrer vos acquisitions sur une exposition de l'ordre de quelques secondes afin de voir ce fameux signal thermique. Alors, dernier détail qui a son importance toutefois, il faut privilégier un capteur CCD aux habituels CMOS qu'on utilise en imagerie pour une question de reflet qui est en fait liée aux protections vitrées des capteurs. Voilà, et à la technologie même d'ailleurs des caméras CMOS qui pose problème. Alors, dans cette faible lumière, on va observer des taches sombres. Ces taches sombres, eh bien, elles correspondent aux régions les plus élevées de la surface topographique de Vénus, qui sont moins chaudes et qui émettent donc moins de lumière infrarouge. Et voilà, donc maintenant, dernier point que j'aimerais que l'on traite ensemble, c'est la question du traitement d'image qui, soit dit en passant, n'est pas si facile que ça sur Vénus. Oui, Vénus, c'est une planète assez particulière. En effet, il faut souvent pousser un peu les curseurs au traitement, en particulier dans les longueurs d'onde de l'ultraviolet et de l'infrarouge. En fait, le but, quand on fait du traitement de Vénus, n'est pas tant d'avoir une belle image artistique qui soit homogène, qui soit douce et agréable, lisse à l'œil, on va dire, mais plutôt de chercher du détail. Donc en fait, on a un petit côté scientifique aussi dans l'imagerie de Vénus. Et pour avoir un maximum de détails perceptibles possibles, eh bien, on va être obligé de mettre de côté finalement cette envie finalement de lisser, un peu d'homogénéiser le traitement de Vénus pour avoir un rendu qui soit plus doux, plus agréable à l'œil et faire ainsi ressortir les reliefs, les albédos qui peuvent exister. Alors c'est d'autant plus difficile dans l'infrarouge, où en fait, comme je le disais tout à l'heure, sans pousser forcément les curseurs trop loin, notamment dans les ondelettes ou dans la déconvolution, on va tout de suite avoir le fameux rebond du limbe qui va devenir évident. Mais c'est un mal nécessaire pour avoir du détail, surtout dans l'infrarouge, où là, effectivement, les détails sont déjà assez avares. Donc, voilà. Donc, sous des logiciels comme Astro Surface, par exemple, qui sont très, très bien pour faire donc du traitement d'images planétaires, il faut vraiment pousser les ondelettes tout en gérant ces ondelettes avec un noise pré-filter qui va vous permettre d'atténuer un peu le bruit qui va forcément augmenter avec la poussée des curseurs. Et voilà, donc merci Mathieu de nous avoir parlé de cette planète Vénus. On en sait maintenant beaucoup plus sur celle-ci. Donc, quand on la verra dans notre ciel du soir, notamment, on saura donc comment bien l'observer et pouvoir faire du traitement d'image. Merci donc à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale consacrée à la planète Vénus. Cette vidéo que vous pourrez donc retrouver sur notre chaîne Astronature 49 et qui sera certainement dans une nouvelle playlist que l'on consacrera aux planètes. Merci donc encore à tous et on vous souhaite un bon ciel.